Inquiétude pour les casques bleus français du sud Liban. Hier, une roquette a fait 2 blessés dans leur rang et c'est demain que les intégristes chiites manifestent dans la région. Une ville se mobilise pour le regard d'une femme. Elle avait perdu la vue il y a 10 ans. Grâce à la solidarité, elle peut voir de nouveau. Une pépinière d'astronautes aux États-Unis. Des milliers de jeunes se préparent maintenant à la course aux étoiles. Et puis, ce samedi 23 août, voici 519 jours que sont détenus Marcel Carton et Marcel Fontaine. 458 jours que sont détenus Jean-Paul Kaufmann et Michel Seurat. 168 jours que sont détenus Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2. Et 108 jours de détention pour Camille Sontag. Il y a toujours 7 otages français détenus au Liban. Madame, Monsieur, bonsoir. 2 nouveaux casques bleus français ont été blessés la nuit dernière au Liban. Cela s'est passé près de Tyr, dans le sud du pays. Un tir de roquette contre un poste de la FINUL occupé par les soldats français. Les 2 blessés ont été évacués par hélicoptère et semblent ce soir être hors de danger. Cet incident demeure pourtant bien inquiétant à la veille d'une manifestation des chiites intégristes qui se sont déjà affrontés aux casques bleus français il y a une dizaine de jours. Alors nous allons donc essayer de détailler dans un instant la situation des soldats français au sud Liban, mais d'abord le résumé des événements de la nuit avec le correspondant de l'agence France-Presse à Beyrouth. Les casques bleus français retiennent leur souffle. On leur a encore tiré dessus. 2 ont été blessés par une roquette dans la région de Tyr au sud du Liban. Et demain, des milliers de chiites doivent se rassembler dans la localité où se trouve le quartier général du contingent français. Ils veulent honorer la mémoire de leur chef, tué par une sentinelle française il y a 12 jours. Cette manifestation fait peur à la FINUL. Elle fait partie de la véritable stratégie de l'insécurité qui se développe au Liban Sud. Oui, c'est donc un incident qui fait suite aux très violents affrontements qui ont opposé les chiites intégristes, ceux que l'on appelle les Hezbollah, et les soldats français. C'était du 11 au 13 août dernier. Il y avait eu 4 morts du côté chiite et 15 blessés donc du côté français. Pierre Serra nous rappelle maintenant ces événements. Tout a commencé ici le 11 août dernier, près du village de Marrakech, au sud Liban. Un contrôle de routine comme celui-ci, au bord de la route. Les soldats français arrêtent une voiture, à bord des miliciens chiites, dont un haut responsable régional. Ils sont armés, on tire et tout se déclenche. Pendant près de 48 heures, les postes de la FINUL du bataillon français vont être cernés et pilonnés au mortier, au RPG, à l'arme automatique. Bilan, 4 morts du côté chiite, dont le haut responsable régional, et 15 blessés du côté français, auquel il faut ajouter depuis un officier irlandais tué sur une mine, et 2 soldats français encore blessés la nuit dernière. C'est que depuis 10 jours, la tension n'a cessé de croître dans la région. Et les déplacements de la FINUL deviennent difficiles et dangereux. Voilà, Pierre Serra. Et donc demain, cette manifestation des intégristes chiites, et bien sûr ce soir, beaucoup d'inquiétudes pour les casques bleus français. Effectivement, il y a vraiment de quoi être inquiet parce que la situation est extrêmement sérieuse. Il faut comprendre que les gens du Hezbollah, le parti de Dieu, veulent que la FINUL s'en aille, et les gens de Hamal, qui sont aussi chiites, mais qui sont un peu plus modérés, veulent que la FINUL reste. Pour une simple raison, c'est que depuis que la FINUL est là, il y a moins d'incidents pour la population chiite du Sud avec les Israéliens qui de temps en temps venaient faire des raids de représailles quand les Palestiniens, qui sont aujourd'hui de retour au Liban, franchissaient la frontière. Alors, au fond, finalement, aujourd'hui, la FINUL, c'est l'enjeu, mais au fond, ce n'est plus que le prétexte de ce qui va se passer demain ou de ce qui risque de se passer demain. Pourquoi le prétexte? Parce que vont s'affronter 2 tendances chiites très importantes. Je me rappelle encore du temps où Nabil Berri, leader d'Hamal, me disait parfois « Mais Hezbollah, c'est tout petit, ce n'est rien du tout ». Aujourd'hui, ils sont face à face et ils vont s'affronter demain. Ça, c'est très important. Alors, au milieu de ça, on va savoir qui va gagner. Si le Hezbollah, avec les milliers de gens qu'il va faire venir, et au milieu desquels il y aura des meneurs et des provocateurs, réussit à déborder Hamal et attaquer carrément les Français notamment, eh bien la FINUL partira très vite. Si au contraire Hamal réussit à calmer la situation et à contrôler un peu la région, tout va se calmer. Mais quel est le problème dans le contexte actuel? Il y a le problème du gouvernement français aussi qui a fait très nettement connaître sa position. Elle est claire, il faut que les Nations Unies, le Conseil de sécurité, qui nous donne le mandat pour la FINUL, donne aussi les moyens à la FINUL d'accomplir sa mission. Les casques bleus qui sont quasiment désarmés. Pratiquement. Et les moyens, il n'y a pas moyen de les donner, justement. Et alors c'est pour ça que finalement, je crois que sans trop s'aventurer dans la spéculation, ce qu'on peut dire, c'est que si demain le Hezbollah gagne, la FINUL partira relativement vite. Si Hamal
tempère la situation. Notre départ est quand même inéluctable parce qu'il est déjà décidé. Pierre Serra, merci. Je rappelle que vous étiez très souvent au Liban donc pour Antenne 2. Une bien belle histoire maintenant. Cela se passe en France, à Toulouse, et c'est la preuve que la solidarité peut faire des miracles. Une femme, une mère de famille, avait perdu la vue il y a 9 ans au lendemain d'une chute. Seule solution pour elle, une double opération aux États-Unis. Mais un problème de taille, le voyage plus les soins coûtait une véritable fortune. Eh bien, ses amis, ses collègues et même l'aérospatiale ont fait la différence. Aujourd'hui, elle a retrouvé la lumière. C'est un reportage en forme de conte de Nicolas Jacobs et de Jean-François Hoffmann. Ses yeux. Marc Elasri ne se lasse pas de les contempler. Ce regard, c'est celui de sa femme, Claudine. Un regard qui s'était éteint il y a 10 ans et qui aujourd'hui redécouvre un mari, un enfant qui n'avait que 6 mois avant l'entrée dans le grand tunnel noir. La première fois que j'ai redécouvert le jour, on m'a enlevé le pansement, bien entendu, et puis c'était un flash, du bleu. Je me suis demandé si je rêvais. Et puis, on m'a laissé sans pansement. L'infirmière s'est affolée parce que je lui ai fait peur. Je l'ai poussée pour réellement me rendre compte que je voyais, en fait. Et mon mari qui était près de moi m'a dit « mais c'est le ciel que tu vois ». Alors j'ai gagné à partie, tout au moins le plus gros. Les yeux de Claudine étaient pourtant considérés comme perdus depuis son accident en 1976. 19 opérations successives, mais sans résultat. Et pourtant, Marc s'est obstiné. Nous avions entendu le cas de Madame Sakharov, Elena Bonner, qui a été opérée par une équipe américaine, qui avait des maladies de glaucome, et pourquoi pas nous, pourquoi pas mon épouse. Donc j'ai pris la décision d'emmener mon épouse aux États-Unis. Mais cela coûtait très cher, 800 000 francs, trouvés en grande partie grâce à un fantastique élan de générosité des habitants de Castelginest, de l'employeur de Marc, l'aérospatiale, et même de la sécurité sociale, une première. L'opération a donc réussi, et aujourd'hui... Voilà, ça c'était donc mon chien guide. C'était mon chien guide puisque maintenant elle appartient à une autre personne. Je pense que c'est d'ailleurs un homme. Vous n'en avez plus besoin? Non, moi je n'en ai plus besoin du tout. C'est magnifique d'avoir un grand choc comme j'ai eu, de passer 10 ans dans le noir pour arriver à revoir votre entourage. Mon mari qui était près de moi à l'hôpital, et puis l'arrivée à l'aéroport de Blagnac et de voir ma fille, de la redécouvrir. Malgré que je ne l'avais plus vue depuis 10 ans, malgré mon toucher, malgré tout. Donc c'est plus que magnifique, c'est incroyable. J'ai découvert une demoiselle plutôt qu'un bébé, parce qu'on garde quand même le sentiment de plus petit. C'est difficile à expliquer, mais c'est différent. Et qu'est-ce que ça vous fait au cœur? Quelle est votre émotion? Il n'y a pas de mots pour transmettre l'émotion. C'est incroyable, c'est magnifique, c'est tout ce que vous voulez. Peu de choses en politique en ce début de week-end, à relever toutefois la baisse de popularité de François Mitterrand et de Jacques Chirac. 8 points de moins pour chacun des deux hommes. C'est en tout cas ce qu'indique un sondage IFOP pour le journal du dimanche à paraître demain. Ce pourrait être la sanction de l'accro du 14 juillet où la cohabitation s'est retrouvée quelque peu estourpie. Le calme est revenu en Bretagne après 3 jours de manifestation des producteurs de lait qui s'en sont pris aux préfectures et aux perceptions. Objet de leur colère, les fameux quotas laitiers qui pénalisent les éleveurs qui produisent trop de lait. C'est un véritable ferment de révolte qui agite les esprits sur ce sujet, mais pour comprendre l'amertume et la colère des agriculteurs, il faut savoir que pour certains d'entre eux, c'est un véritable coup de grâce. C'est vrai surtout pour les jeunes accablés par les dettes. C'est une enquête de Maryse Manot et de Luc Bachofen. Le tracteur, la stabulation, le cheptel, c'est 450 000 francs de dette pour Yves Renou. Il a 10 ans pour rembourser, mais déjà un an de retard sur ses annuités. Il fait partie de ce qu'on appelle les cas difficiles. Mais le coup de grâce peut venir des quotas laitiers. Pour rembourser plus, il a dépassé son quota, ce qui lui vaut 10 000 francs de pénalité à payer tout de suite. S'il y avait pas les quotas, le problème ne se poserait pas. Avec les quotas, c'est d'arriver soit à un étalement du retard vis-à-vis du crédit, soit ou revoir le financement. Revoir le financement, c'est la promesse récente de François Guillaume. 2 solutions. Ou bien on étale la dette dans le temps, ou bien on efface l'ardoise.
Mais dans les deux cas, cela coûtera cher à l'État et au Crédit Agricole que les agriculteurs accusent d'intervenir trop tard. Il est sûr que notre Conseil a mis comme postulat, si vous voulez, que nous intervenions, comme le demande votre jeune agriculteur, suffisamment tôt, d'une part, et que d'autre part, nous intervenions pour des exploitations viables. Parce que pour que la thérapeutique soit efficace, il ne faut pas attendre trop tard. À la décharge du Crédit Agricole, les dettes que les agriculteurs accumulent auprès de leurs fournisseurs sans le dire à leurs banquiers. Ivrenou a la moitié de son ardoise à la coopérative. Nous avons 25 millions de dettes permanentes. Oui. Et c'est un dossier sur lequel le président et les responsables administratifs suivent ça de très très près. Bon. Cette dette a augmenté à la coopérative de 20% en un an pour deux raisons. Le blocage du volume de la production laitière et l'augmentation du prix du lait qui n'a été que de 2,5% fait qu'un certain nombre d'agriculteurs sont dans des situations difficiles. Aujourd'hui, les directions départementales de l'agriculture distribuent des questionnaires pour recenser les cas difficiles et évaluer les besoins. Mais cette démarche a déjà été tentée dans le passé sans grand résultat. Comme Ivrenou, il y a en France près de 50 000 agriculteurs au bord de la faillite. Un joli contrat pour le consortium français Franco-Rail. Le métro new-yorkais vient de commander 200 nouveaux wagons. Livraison fin 87 pour un montant de 259 millions de dollars, c'est-à-dire à peu près 2 milliards de francs. Un coup d'épée dans l'eau du port de New York. Les gardes-côtes américains avaient bloqué la baie, espérant découvrir des cargaisons de stupéfiants à bord des bateaux qui croisent ou qui mouillent à New York. Eh bien, chou blanc pour les enquêteurs qui se sont consolés en saisissant, mais ailleurs, 33 kilos d'héroïne pure au terme quand même de 9 mois d'enquête. Bruno Ledreff. Les autorités américaines voulaient frapper fort. Une vingtaine de vedettes, des centaines d'hommes, les gardes-côtes, les stupes, les douanes, la police municipale, le port de New York fermé pour la première fois depuis 1815, l'époque de la guerre contre les Anglais. Plus de 24 heures de contrôle, de fouilles minutieuses, 90 navires arraisonnés. Tout cela pour aboutir au milieu de la nuit à l'arrestation d'un homme. Un gros trafiquant, un mafioso bien connu? Pas du tout, un petit délinquant recherché pour vol à main armée. Edward Koch, le maire de New York, a ironisé devant les caméras de télévision sur la mauvaise organisation de l'opération. 24 heures avant, tout le monde était déjà au courant, a-t-il dit. La discrétion des longues enquêtes traditionnelles semble plus payante. Après 9 mois de travail, des agents du DEA, la brigade des stupes américaines, ont démantelé un réseau de trafiquants et saisi 35 kilos d'héroïne pure, un record. Une partie de la drogue venait d'Europe, elle avait été achetée à Bruxelles et à Paris. Et puis en Californie, une découverte peu rassurante. 38 contrôleurs aériens viennent d'être relevés de leurs fonctions. Ils sont accusés de consommer du hashish et de la cocaïne. Ces aiguilleurs du ciel travaillaient dans un centre qui contrôle le trafic aérien du sud-ouest des États-Unis. Une nouvelle qui inquiète les Américains, d'autant plus qu'ils ont appris que l'avion de Ronald Reagan est pris en charge par ce centre lorsqu'il se rend dans son ranch californien. De nouvelles bases soviétiques photographiées à la frontière norvégienne. C'est la région de la presqu'île de Kola et les installations permettent maintenant d'imaginer l'armement que Moscou compte y installer dans un proche avenir. Des précisions avec Gilles Boulot. La preuve, cette photo satellite. On distingue très nettement des quais, dans leur prolongement des tunnels creusés dans la falaise. Pour les experts norvégiens, aucun doute, la base est destinée à accueillir le plus grand sous-marin jamais construit, le Typhoon. 200 mètres de long, 25 000 tonnes, capable de s'approcher des États-Unis en passant sous le pôle Nord, avec à son bord des charges nucléaires. 200 km plus au sud, une autre base, aérienne celle-là. Une piste de 4,5 km, presque terminée, emplacement idéal pour recevoir dès 1988 le dernier né des bombardiers soviétiques, le Tupolev Blackjack. L'URSS disposait déjà dans la presqu'île de Kola d'un imposant arsenal nucléaire et de 24 pistes d'atterrissage militaire. Beaucoup d'attention pour un territoire désertique, mais stratégiquement vital. Le diplomate aurait pu être armurier. L'ancien ambassadeur des Philippines au Vatican abritait un véritable arsenal dans sa résidence proche du Saint-Siège. Pistolets mitrailleurs, gilets pare-balles, postes de radio et fausses plaques diplomatiques entre autres. Il a été arrêté. On le soupçonne même de financer et d'armer la guérilla pro-Marcos aux Philippines. Pascal Deschamps. Benvenido Tantoco ne supportait pas l'inactivité. Alors, il collectionnait les armes, pas n'importe lesquelles. Des pistolets mitrailleurs, des fusils automatiques, des 7,65, un véritable arsenal en parfait état de marche.
Mais ce n'est pas tout. Depuis la chute de Ferdinand Marcos, Benvenido Tantocco, qui avait troqué contraint et forcé son poste d'ambassadeur contre un statut de réfugié politique, partait très souvent en voyage, et notamment à Hawaï, où il rencontrait le dictateur déchu. Il recevait beaucoup aussi d'anciens partisans de Marcos, surtout dans cette luxueuse villa isolée que lui aurait prêtée Madame Marcos elle-même. Autant d'activités qui ont intrigué la brigade antiterroriste italienne et qui l'ont décidé à perquisitionner au domicile de l'ancien ambassadeur. Ce soir, Benvenido Tantocco est sous les verrous avec 5 de ses gardes du corps et la police italienne se demande si l'ambassadeur auprès du Saint-Siège ne se serait pas reconverti dans les activités de guérilla. On connaît le goût des jeunes pour l'espace, témoin entre autres le succès de la Guerre des Étoiles version cinéma et de ses nombreux avatars. Mais les Américains vont encore plus loin avec une colonie de vacances branchée sur le siècle, une sorte de camp scout pour astronautes en culotte courte. C'est un reportage de Patrick Esther. 8 heures du matin. Pour l'équipage de la navette spatiale Discovery, une longue séance d'entraînement commence. Mais dans ce simulateur de vol, Mike, le pilote, n'a que 15 ans. Il en aura 24 en 1995, lorsque la NASA placera en orbite sa grande station spatiale. Mike et son équipage sont reliés par radio avec ce centre de contrôle. Ici, le plus vieux technicien a 13 ans. Ensemble, ils vont effectuer la simulation complète d'un vol autour de la Terre. Compte à rebours, décollage, travail en orbite, atterrissage. Un jeu, mais un jeu incroyablement proche de la réalité. Chacun joue son rôle avec sérieux. Le matériel, lui, a été récupéré à la NASA. L'illusion est parfaite. Moi, j'ai véritablement l'impression d'être dans l'espace. Sur ce vol, on a eu beaucoup de problèmes, mais c'était vraiment intéressant. Travail en apesanteur, assemblage de poutrelles métalliques nécessaires à la construction de la future station orbitale. Chaque geste a été répété, critiqué, amélioré. À la fin du stage, qui dure une semaine, les adolescents ont assimilé la technique de base. Cours théoriques sur les moteurs fusées, mais également entraînement physique. Tous, bien sûr, ne finiront pas astronautes, mais ce type de formation va incontestablement fournir à l'Amérique une nouvelle pépinière de techniciens. Des techniciens qui, dans 20 ans, piloteront des navettes aussi facilement que leurs aînés conduisent aujourd'hui une voiture ou un avion. Depuis l'accident de Challenger, 3000 jeunes ont défilé dans ce camp, malgré le prix élevé du séjour, 4000 francs la semaine. Comble de l'ironie, tandis que ces adolescents découvrent les sciences grâce à un laboratoire construit par l'Agence spatiale européenne, les jeunes Européens, eux, ne disposent d'aucune possibilité. Une situation regrettable qui pèsera forcément sur l'avenir de l'Europe spatiale. Il arrive aussi que les Français bluffent les Américains dans leur propre ciel. C'est l'exploit qu'ont réussi les as de la patrouille de France qui viennent de faire un véritable tabac aux États-Unis avec un numéro, il faut le dire, qui est éblouissant. 2 moments forts à New York et à Vancouver. C'est dans le ciel de cette dernière ville que Laurent Boussier les a regardés évoluer. Pour un show historique, c'était un show historique. Après New York, Chicago, les chutes du Niagara et la Californie, la patrouille de France est passée par Vancouver, Canada. Au 46e jour de leur périple à travers les États-Unis, les pilotes français étaient invités à participer au grand meeting aérien donné à l'occasion de l'exposition universelle. Là, 150 avions venus de 10 pays différents s'étaient donné rendez-vous pour des acrobaties aériennes. On y a même vu un SR-71 Blackbird, l'avion espion de l'US Air Force, construit entièrement en titane et qui monte si haut en stratosphère que ses pilotes sont revêtus de combinaisons spatiales. Un avion qui vole à 4000 km/h et qui détient le record de traversée de l'Atlantique Nord. Mais l'attraction principale, c'était, pour la première fois réunis ensemble, 5 des 6 meilleures patrouilles acrobatiques militaires. Avec les Brésiliens sur Tucano, seul avion hélice du tournoi, et une magnifique démonstration de vol sur le dos. Les Blue Angels, américains de l'US Navy, qui effectuent des passages à 400 km/h encastrés à 1 mètre les uns des autres. Et puis les Canadiens, pour une percussion à 3, où là encore ils se frôlent à moins de 2 mètres. Au ralenti maintenant, pour mieux voir le travail et la coordination des pilotes.
Mais le public commence vraiment à vibrer quand les Italiens arrivent, et surtout leur avion solo qui enchaîne à basse altitude une série de déclenchés, un vol fou de plusieurs minutes. Enfin, la patrouille de France s'avance et décolle pour une présentation de 18 minutes pendant laquelle elle va enchaîner sans temps mort 17 figures. Précision, efficacité, les avions deviennent des jouets entre les mains des pilotes. Les figures s'enchaînent, diamants, losanges, présentation hantée, percussion des solos et finale en éclatement. Ce jour-là encore, les fumées tricolores rempliront le ciel et le public applaudira pendant longtemps. Et un magazine complet donc sur la patrouille de France aux États-Unis et sur la manière dont les pilotes français conduisent leur drôle de machine. Ce sera jeudi prochain, vous l'avez lu, jeudi prochain à 15h15. Les 20 ans du Festival de la Chaise-Dieu. Au départ, c'est un petit festival voulu par le pianiste Georges Zifra. Aujourd'hui, c'est un rendez-vous majeur de la musique classique et surtout de la musique française. 20e édition en ce moment donc, avec la recréation en 15 jours et 31 concerts des plus belles œuvres du livre ouvert il y a maintenant 2 décennies par Zifra. C'est aussi la preuve que l'enclavement peut parfois être vaincu puisque la Chaise-Dieu, c'est en Auvergne. Reportage Jean-Jacques Dufour et Bruno Carrette. L'Alléluia du Messie de Handel marque l'ouverture du 20e festival de la Chaise-Dieu où depuis quelques années on joue quasiment à guichet fermé. Pour les responsables, c'est presque un miracle. En effet, organiser une grande manifestation musicale à 1100 mètres d'altitude, en pleine Haute-Loire, dans un village difficilement accessible, c'était un pari risqué. Il ne se fait pas comme ça, le désenclavement. Donc tout le monde avait pensé que ce festival ne tiendrait pas le coup. Et effectivement, il a tous les atouts possibles et imaginables contre lui. Et malgré tout, ma foi, on en est au 20e, espérons qu'on arrivera au 40e. Amoureux de l'abbaye du XIVe siècle, Georges Zifra a créé ce festival en 1966. Cette année-là, il y eut 1600 spectateurs. Pour la 20e édition, on en attend plus de 30 000. Attirés par la programmation, 31 concerts, dont 2 messes solennelles. La Chaise-Dieu, c'est comme une drogue. Quand on y a goûté, on ne peut plus s'en passer. On l'a découvert un peu par hasard il y a 3 ans en arrière. On est venu juste un week-end et on était tellement enthousiasmés qu'on est revenu chaque année. Et cette année, on reste carrément 2 semaines. Pour la municipalité qui s'enorgueillit d'avoir eu parmi ses administrés un moine devenu pape, Clément VI, ce festival est une formidable affiche. C'est une image de marque merveilleuse. Je connais peu de communes de 900 habitants qui aient une telle image de marque, une image de qualité. Cette manifestation, dotée d'un budget d'environ 15 millions de francs, où la part de la commune est très mince, apportera au département de la Haute-Loire 1 milliard de centimes en retombées annexes. Une manne qui n'incite pourtant guère les Casadéens à modifier leur rythme de vie et le festivalier peut être surpris du peu d'empressement des limonadiers à rester ouvert un peu plus tard le soir. D'ailleurs, à la question « Le festival vous intéresse ?», voilà ce que l'on peut parfois entendre. Oh, si on veut, oui. Vous y avez été? Non. Pourquoi? Parce que ça ne m'intéresse pas. Vous n'aimez pas la musique classique? Non, parce que j'y connais rien. Ce n'est évidemment pas le cas du public du festival qui, selon un sondage, est composé de cadres supérieurs plutôt jeunes, avec une majorité de femmes. Le football, c'était le principal rendez-vous sportif de ce samedi, car si on sait depuis hier soir que Marseille et Nantes sont ex-aequo en tête du championnat de France, il fallait attendre cet après-midi pour savoir qui de Nancy ou du Racing occuperait la toute dernière place. Et bien ce soir, l'affaire est conclue. Le Racing se retrouve dernier. Les Nancéens l'ont remporté 2-1. Commentaire Dominique Leblou. Fernandez suspendu, Bossis absent pour au moins encore 3 semaines. L'horizon est bien sombre pour les Parisiens, comme le ciel de Nancy hier soir. Et cet après-midi, le Racing a subi la loi des Nancéens et de Philippe, auteur des 2 buts lorrains. Étonnant. Voilà le Racing et ses vedettes derniers avec seulement 2 points en 5 journées. Symbolique, Olmeta ne peut que repousser la tentative de Zawi dans les pieds de Philippe. 2-0 pour Nancy. Nancy qui n'avait pas encore gagné une seule fois.
Le Racing va réduire le score, mais c'est un ancien quartier qui marque contre son camp. On attend pour mardi un réveil face à Sochaux. Cela devient urgent. Les tiercés du week-end, maintenant, avec d'abord les résultats et les rapports de celui qui se courait aujourd'hui à Deauville. Vous allez voir ça tout de suite. 6, As et 13. Rapport dans l'ordre 1415 francs. Et rapport dans un ordre différent 283 francs. Dans les deux cas, c'est pour 5 francs. Et je vous signale que Lionel Ovadia l'avait donné hier. Il aura d'ailleurs peut-être la même clairvoyance pour la course de demain qui se tient cette fois encore à Deauville. Alors voici ses suggestions pour cette course. Difficile à déchiffrer ce tiercé de Deauville disputé sur 3600 mètres dans le grand handicap de la Manche. 20 partants et parmi eux une jument qui vient de décevoir dans un tiercé alors qu'elle était la grande favorite, Férolan le 7. Défaillance certainement pas, elle a une excuse comme me l'a confirmé Yves Saint-Martin. Oui, il y a une excuse, elle a été débordée en partant, c'est une pouliche qui n'est pas très vite sur jambe. Et la course est partie très vite, après je me suis retrouvé à la corde et enfermé, toute la ligne droite, j'ai pas pu me dégager. Donc je pense que sans cela, elle aurait fini dans les 3 premiers. Et je pense que dans cette course-là, le 3006, elle tient la distance, le terrain souple, ça devrait l'avantager. Bonne chance Férolan, mais je lui oppose très sérieusement le 16 Chancerie. On lui opposera ensuite le 8 Ourla, le 9 Cousu d'Or, le 14 Towson, le 10 Guélisa et le 11 Le Privilège. 16, 7, 8, 9, 14, 10 et 11. La reprise des incendies, d'abord dans les Pyrénées-Orientales et puis surtout l'alerte rouge dans le Var. Le feu reprend ses droits avec le vent qui souffle en rafale dans les Alpes-Maritimes. L'hôpital de Grasse a même dû être aujourd'hui partiellement évacué. Commentaire Sophie Davant. Les Canadaires reprennent leur ronde, des centaines de pompiers sur le terrain. 500 hectares de résineux ravagés dans le Var et les Alpes-Maritimes. Le feu a pris cet après-midi en plusieurs endroits. De nombreux villages menacés dans le Var. À Tanneron, 2 maisons ont brûlé. Un villageois est mort victime d'un malaise cardiaque. Attisés par des vents de plus de 80 km/h, les flammes ont ensuite gagné le département voisin. Toute la région de Grasse est touchée. L'hôpital a dû être évacué en fin d'après-midi. À Cannes, les pompiers ont lutté pendant des heures pour protéger un quartier de la ville. Ce soir, sur place, les autorités sont inquiètes. Un Mistral de 50 km/h devrait souffler dans la nuit. Il risque de relancer les incendies. José Blanc-Lapierre, Mistral pour la nuit, ça va continuer demain ? Et oui, malheureusement, Bernard, le Mistral est prévu encore pour demain. Il continuera à souffler à 50 km/h environ dans la vallée du Rhône, dans le Midi et sur la Corse. Alors une dure journée encore pour demain pour les pompiers. Sinon, eh bien, demain, la journée sera placée sous le signe des nuages. Des nuages qui auront de l'appétit puisqu'ils vont avaler les 3/4 du pays. Explication sur notre photo satellite. La voici. Ces nuages proviennent d'une dépression qui est déjà sur le nord-ouest et qui va traverser le pays jusqu'au sud-est et rapidement puisque cette traversée se fera cette nuit et demain matin. Résultat sur la carte du temps prévue pour demain, des nuages et des averses sur le nord et sur le nord-est du pays. Le matin, des nuages et des averses de la Bretagne au bassin parisien, aux Alpes et aux Pyrénées. Mais après le passage de cette perturbation, il y aura de très belles éclaircies. Du beau temps sur le sud-est et sur la Corse, car les nuages seront arrêtés par les reliefs montagneux et le vent dont nous venons de parler. Les températures seront fraîches. Sur la moitié nord, elles s'échelonneront de 16 à 20 degrés, 19 degrés à Paris sur la moitié sud, de 21 degrés à 29 degrés, 20 degrés à Biarritz, 29 degrés à Nice, 29 degrés à Ajaccio. Ce sont les températures maximales. Demain, dimanche 24 août, 4 minutes de soleil en moins, soleil qui se lèvera à 6h57, qui se couchera à 20h48. Ce sera la Saint-Barthélemy, un souvenir douloureux mais qui est très ancien tout de même, puisqu'il a plus de 400 ans maintenant. Ah, c'est bien ça. Ouais. Donc demain, un temps très moyen, vous l'avez entendu, des chaussées glissantes. Attention donc, soyez très prudents si vous prenez la route et si vous rentrez de vacances pour ce week-end. Dernier journal, ce sera avec Patricia Charnolet aux environs de 23h40. Et puis demain, un premier rendez-vous, 12h45, premier rendez-vous avec Noël Mamère pour l'actualité. Bonsoir, à demain 20h.